Écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez Sir Peter Ricketts, l'ambassadeur du Royaume-Uni en France. Bienvenue Sir Peter Ricketts, bonjour. Bonjour. D'abord, je voudrais vous remercier d'être avec nous dans un moment politique aussi délicat pour votre pays, en même temps pour l'Europe et le monde, parce qu'on en est entre la guerre et la paix. Le Parlement a rejeté toute action militaire britannique en Syrie à une faible majorité de 13 voix, après un débat qui a été vif, qui a été passionné. Même chez vous, personne ne s'attendait à ce résultat. Je suivais le débat de manière très rapprochée. C'était effectivement intense, sérieux, passionné, et c'était évident que le résultat allait être serré. Mais le Premier ministre a toujours tenu à avoir l'accord du Parlement avant toute intervention militaire britannique. Donc aujourd'hui, pour la presse, pour l'opinion, dans votre pays, c'est un événement fort. Oui, et vous comprenez que ça s'est passé depuis quelques heures, sans doute, mais oui, c'est un événement important. David Cameron s'est bien battu pendant ce débat. Oui, il a lancé le débat avec le premier discours, il a parlé avec toute sa passion et conviction normale, et c'était un vrai débat parlementaire. Les conservateurs autour de David Cameron payent cette nuit les fautes de Tony Blair, qui en 2003 avait cru ou tué les mensonges de George Bush sur l'Irak. C'est-à-dire que de 10 ans après, les fantômes de l'Irak rôdent à Londres autour de vos concitoyens. C'est un des facteurs. Et un député socialiste qui était ministre à l'époque disait « la barre est maintenant plus haute » pour les preuves nécessaires avant d'aller faire une intervention militaire. Ce n'est pas le seul facteur, mais certainement l'Irak et les questions sur le renseignement au moment de l'Irak étaient un facteur, c'est sûr. Pourtant, la Syrie n'est pas l'Irak. Non, et le Premier ministre a été très clair que là, la Syrie, il n'y a pas question qu'il y avait utilisation d'armes chimiques. Personne ne conteste ça, même pas Bachar al-Assad. Quelle est votre explication, finalement, de ce vote ? Beaucoup de différents facteurs. Le facteur Irak, mais aussi la difficulté, la complexité, la gravité de la situation en Syrie et des interrogations de la part de beaucoup de députés dans tous les partis, pas sur la question d'utilisation d'armes chimiques, mais quel est le moyen le plus efficace de répondre et de rétablir une dissuasion en Syrie. Monsieur l'ambassadeur, après le rapport des enquêteurs de l'ONU, dans quelques jours ou dans quelques semaines, est-ce qu'il y aura un deuxième vote dans votre pays ou c'est définitif ? Là, je ne sais pas. J'entre dans la spéculation. C'est certain que la prochaine étape sera un rapport intérimaire des inspecteurs qui sont toujours sur le terrain. Si je comprends bien, il termine samedi et on attend un rapport intérimaire rapidement après ça. Depuis le massacre chimique, on avait tous constaté, n'est-ce pas Thomas, que David Cameron avait été l'un des plus déterminés. Avec François Hollande, Laurent Fabius, John Kerry, il encourageait Barack Obama à se décider et à décider. Et mercredi matin, d'après ce que je sais, David Cameron a annoncé par tweet qu'il proposait le soir une résolution aux Nations Unies. Il n'a prévenu aucun de ses alliés, ni les Américains, ni les Français, par tweet. Comment vous expliquez ça ? Non, mais David Cameron a toujours été clair que c'était un crime de guerre, il fallait une réponse appropriée, mais à la fois un processus l'ONU et aussi approbation du Parlement britannique. Alors, processus ONU, ça veut dire essayer une résolution dans le chapitre 7 qui autorise l'utilisation de forces militaires, mais en même temps envoyer les inspecteurs pour avoir les meilleures preuves possibles sur le terrain. Tout va très vite et tout change parce que lundi, votre ministre des Affaires étrangères, M. Haig, et le chef de vos armées expliquaient qu'une action occidentale en Syrie était possible même sans l'accord de l'ONU. Mercredi matin, on voit que ça change avec le tweet. Jeudi soir, c'est ça ? À votre avis, pourquoi cet échec du Premier ministre ? Non, laissez-moi expliquer. La meilleure façon d'avoir autorisation sera une résolution de l'ONU. Mais nous avons publié hier pour le Parlement une note d'analyse juridique sur les bases légales qui montre aussi que dans des circonstances exceptionnelles comme l'utilisation d'armes chimiques, c'est possible de faire une intervention humanitaire avec pour objectif de sauver les vies. Et ça, on pense que les conditions sont réunies pour cela. Et si on avait eu l'autorisation du Parlement, on aurait pu utiliser cette base-là. Donc, sur le principe, vous pensez qu'il faut punir, M. Cameron pense qu'il faut punir celui qui a utilisé les armes chimiques contre son propre peuple, mais vous ne pouvez pas le faire. Je ne dirais pas punir, je dirais rétablir une sens de dissuasion qui a existé
par rapport aux armes chimiques depuis très longtemps. C'est interdit depuis 1925. Et on pensait que c'était essentiel d'essayer de rétablir la dissuasion, mais comme disait Monsieur le Premier ministre hier soir, on respecte la volonté du Parlement britannique et le Parlement britannique ne voulait pas une intervention militaire à ce moment. Sir Peter, il est exceptionnel que votre pays soit ainsi en désaccord avec les États-Unis. Le no de la nuit dernière, est-ce qu'il peut altérer vos relations qui sont toujours privilégiées avec les États-Unis, avec Barack Obama? Nous avons des relations fortes et profondes qui basées sur beaucoup d'intérêts en commun, je ne pense pas. Et aussi, il faut accepter que nous respectons la volonté de notre démocratie, notre Parlement. À Washington, on entend dire que Barack Obama sait que devant l'histoire, il ne peut pas rester inerte. On dit qu'il va justifier une réponse militaire au nom des intérêts des États-Unis, du refus de la prolifération des armes chimiques et nucléaires. Vous le comprendriez s'il faisait ça? Mais c'est aux États-Unis de décider ce qu'ils vont faire, sur quelle base. Et chaque pays a des traditions et des approches différentes. Chez nous, il faut absolument un accord du Parlement avant l'utilisation d'armes militaires. Aux États-Unis, c'est peut-être différent. Oui, on voit qu'ils cherchent ou recherchent une coalition, le soutien des Allemands, de la Turquie, des pays arabes, et peut-être l'engagement de François Hollande et de la France sur des frappes ciblées, limitées, et limitées au programme chimique de Bachar el-Assad. L'idée, c'était absolument d'avoir une intervention très ciblée sur les armes chimiques. Je laisse aux autorités françaises d'exprimer leur intention maintenant, mais vous avez absolument raison de souligner que la coalition est beaucoup plus large que les trois pays, France, États-Unis et Royaume-Uni. Les Européens, c'était très frappant, les contacts que nous avons eus depuis 2 semaines. Le Ligue arabe, qui a fait une déclaration très forte contre l'utilisation par le régime. Alors, cette coalition-là est très importante aussi, la coalition large. Mais pour votre pays, pour David Cameron, est-ce que les crimes et les massacres chimiques peuvent, pour votre gouvernement, rester impunis, sans réponse? Lui, il a toujours dit qu'il pense qu'une réponse est appropriée, mais avec un accord du Parlement britannique. Alors, on a vu que les services secrets de chaque pays disposent aujourd'hui d'analyses, d'écoute, des requêtes qui ont été utilisées. Il y a des preuves, d'après ce que dit Barack Obama, d'après ce que dit la Maison-Blanche, elles vont être rendues publiques. Mais quelles sont les convictions de David Cameron? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il veut? Nous avons rendu public une note déjà venant de notre commission d'évaluation de renseignement, mais les preuves ne sont pas simplement le renseignement. En fait, la meilleure preuve, ce sont les témoignages, par exemple de Médecins sans frontières, qui ont eu des milliers de victimes ce matin de 21 août. D'autres témoignages, YouTube, iPhone, énormément. Donc il y a des preuves, ouvertes, sans nécessairement tourner vers le renseignement. Il y a un peu de renseignement aussi, mais les meilleures preuves sont ça. On voit bien que les députés de Westminster, en tout cas on les découvre, sont des obstacles plus redoutables que les Nations Unies. Bachar el-Assad a fauté par le chimique, on voit bien que beaucoup veulent le sanctionner partout où il y a du chimique. Aujourd'hui, les armées sont prêtes, les américaines. On a vu que les Rafales, les Mirage 2000, les frégates, les sous-marins français sont, a dit M. Le Drian, le ministre de la Défense, en position de répondre aux demandes et aux décisions du président de la République, François Hollande, lorsqu'il sera amené à les prendre. Et ça, on va voir, c'est pratiquement une question d'heure. Et vous ne souffrirez pas, M. Cameron ne souffrira pas d'être spectateur de ce qui va se passer? Je ne pense pas qu'il va souffrir, mais c'est aux Français de prendre leurs dispositions maintenant. Nous resterons partie de cette coalition large que j'ai déjà décrite. Et ensuite, il faudra la solution politique s'il y a des frappes après, ou par Genève ou ailleurs, mais qui est une solution qui, par des méthodes et des démarches négociées, entraîne le départ de Bachar el-Assad. Il y a une seule solution et c'est politique, c'est pas militaire. Merci Sir Peter Ricketts, ambassadeur du Royaume-Uni en France. Merci Jean-Pierre Elkabbach. Dimanche, rendez-vous important, le grand rendez-vous. Vous recevez Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur. Le grand rendez-vous d'Europe 1, grand rendez-vous politique, c'est à 10h, avec 10h à 11h. Avec iTélé, notre nouveau partenaire, Le Monde. Absolument, on a tout dit. Merci Jean-Pierre.